he went into the theater next door to us and opened fire. And at that point, bullets came through the wall. Le témoignage que vous venez d'entendre, c'est le témoignage d'une survivante de la fusillade d'Aurora. On vous prévient, c'est très dur à entendre, surtout quand on sait que ce drame aurait facilement pu être évité. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau True Crime en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on est reparti pour deux histoires vraiment macabres. Au programme ce soir, on a décidé d'être un petit peu original et de ne pas vous proposer une, mais deux histoires. La première est vraiment très courte mais très percutante, et la seconde a plein de retournements de situation, et nous franchement on adore ce genre de mécanisme. Comme d'habitude, il n'y aura pas d'images choquantes, mais ça reste du contenu réel, donc pour les plus sensibles d'entre vous, on vous déconseille de regarder la vidéo. Bref, vous voilà maintenant prévenus, et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin on aura une question très importante à vous poser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo à l'issue si elle vous a plu, et sans plus tarder, on est parti pour la première histoire. Au moment des faits, James Holmes a 24 ans. Il a vécu dans un environnement tout à fait normal à San Diego aux États-Unis. Sur le papier, vraiment rien à lui reprocher. Il fait de très bonnes études, il a même un diplôme dans les neurosciences. Et encore une fois, comme dans beaucoup de true crime, tout se passe super bien et rien ne semble donner l'alerte. Le seul petit problème pour James dans sa vie à ce moment-là, c'est qu'après ses études, il n'arrive pas vraiment à trouver de travail. Ce qu'il va donc faire, c'est d'essayer de reprendre ses études pour obtenir un autre diplôme dans les neurosciences, mais cette fois-là, ça se passe beaucoup moins bien. Et sa vie prend un véritable tournant lorsqu'il rate un examen crucial. Cet échec ne va pas vraiment le booster pour la suite et le motiver à faire mieux pour les autres examens, il va plutôt se renfermer sur lui-même. Il va commencer vraiment à s'isoler, il ne parlera plus du tout à ses amis de l'époque et à sa copine de l'époque. Et c'est à ce moment-là que James Holmes sombre dans une profonde dépression. Pour essayer de remédier à ça, il va commencer à suivre une thérapie. James va commencer à prendre beaucoup d'antidépresseurs et c'est à ce moment-là que ses problèmes de santé mentale vont commencer à apparaître. Il aurait d'ailleurs confié à sa copine de l'époque qu'il aurait de plus en plus envie de faire du mal à des gens. Et il va également confier toutes ses pulsions à sa psychiatre, Madame Fenton, en 2012. Madame Fenton va bien entendu essayer d'aider son patient, mais ce qu'elle va finir par faire, c'est juste lui prescrire de plus en plus d'antidépresseurs. Et malheureusement, ça n'aura pas du tout l'effet escompté, ça va même devenir de pire en pire. Et un jour, James décide d'envoyer un étrange carnet à sa psychiatre. Le carnet en question est vraiment flippant, on dirait vraiment un carnet qu'on retrouve dans les films d'horreur. Comme on peut le voir, il y a plein de gribouillis partout, il y a plein de choses qui sont griffonnées sur le carnet, il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Mais plus important, il y a également des dessins et des plans. Et malheureusement, sa psychiatre n'aura pas du tout le temps de lire tout le carnet qui détaillait pourtant tous ses actes qu'il prévoyait de faire le jour du drame. Après avoir envoyé son carnet, James se prépare. James va commencer à s'armer, à acheter tout un tas d'équipements, et un jour, le 20 juillet 2012, pour la première de The Dark Knight Rises, il rentre dans un cinéma comme on peut le voir sur ses images de surveillance. Malheureusement, 30 minutes plus tard, c'est la panique totale dans ce cinéma. Tout le monde hurle, tout le monde crie parce que James a malheureusement effectué son plan machiavélique. Armé de 2 armes de poing, d'un fusil à pompe, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz, James n'a pas l'intention de s'arrêter jusqu'au moment où son arme va s'enrayer. Il retourne donc à sa voiture et c'est à ce moment-là qu'il se fera arrêter par la police. Ce jour-là, James aura engendré la mort de 12 personnes et aura blessé 58 autres. Les victimes sont des personnes qui se trouvaient bien entendu dans la salle dans laquelle il était, mais il y a aussi des personnes qui sont dans une salle qui était à côté et qui ont reçu des balles qui sont passées à travers le mur. Le procès va durer très longtemps parce qu'il aura fallu déterminer si James était stable mentalement ou non. Finalement, c'est le 8 août 2015 que la sentence va tomber. James est condamné à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Et encore aujourd'hui, sa psychiatre qui avait reçu son carnet a du mal à tourner la page, car elle ne peut pas s'empêcher de repenser à ce moment où un tueur lui avait dévoilé tout son plan avant de commettre son acte. Cette histoire, encore une fois comme dans beaucoup d'autres true crime, débute par une histoire d'amour. Mais si on veut tout reprendre depuis le début, cette histoire a commencé en Allemagne le 13 février 1977 dans un orphelinat. Et c'est dans ce fameux orphelinat que naît Tina Watson, qui sera adoptée quelques mois plus tard par un couple.
Le couple va par la suite déménager aux États-Unis et c'est là qu'elle va commencer son enfance dans une famille aimante. Toute son enfance et son adolescence se passent super bien, il n'y a vraiment rien à signaler et c'est finalement en 2001, alors qu'elle a 24 ans, qu'elle rencontre Gabe Watson. Et clairement, ce fameux Gabe Watson est vraiment très intéressé par Tina et c'est vraiment le moins qu'on peut se dire. Mais pas de chance pour Gabe, à ce moment-là, Tina est déjà en couple, donc elle va juste refuser en boucle ses avances. Mais bon, comme on vous l'a dit, Gabe c'est quelqu'un de vraiment déter. Pendant des mois et des mois, Gabe ne va pas arrêter de tourner autour de Tina, il va lui faire des avances en boucle que Tina va refuser sans cesse. Mais c'est finalement à la soirée du Nouvel An 2002, alors qu'elle est redevenue célibataire, qu'elle finit par accepter les avances de Gabe et à sortir avec lui. Et c'est quelques jours plus tard que les deux vont officiellement se mettre en couple et contre toute attente, tout va super bien se passer et les deux vont vraiment filer des jours heureux. Bref, encore une fois, tout semble aller pour le mieux, les deux vont même finir par trouver un travail. Et entre-temps, Gabe va entretenir sa passion de plongée sous-marine. Il en faisait vraiment souvent, il était même plongeur sauveteur prétendument qualifié. Bon, clairement, c'est vraiment pas le délire de Tina, mais en janvier 2003, pour découvrir un petit peu les hobbies de son copain, elle va commencer à prendre des cours elle aussi de plongée sous-marine. Et c'est d'autant plus difficile pour elle, car très jeune, elle avait été diagnostiquée du PSVT. Bon, on vous affiche le mot complet ici, mais en gros, ça veut dire qu'elle a des problèmes au cœur et du mal à respirer. Tina est quelqu'un qui s'essouffle très vite et de prime abord, c'est complètement incompatible avec la plongée sous-marine. Mais malgré les avertissements et les inquiétudes de ses parents, elle va continuer ses cours pour faire plaisir à Gabe. Et d'ailleurs, en parlant de Gabe, à ce moment-là, leur couple est vraiment à son apogée, il est vraiment parfait, et c'est à ce moment que ce dernier va la demander en mariage. Et c'est finalement en octobre 2003 que Tina lui dit oui, pour le meilleur comme pour le pire. Dès le lendemain, les bagages sont faits, ils prévoient un voyage en Australie de 2 semaines. La première semaine se passe à Sydney et pour la deuxième, ils ont prévu de passer la semaine en excursion en bateau. Et c'est pas n'importe quel bateau car comme vous l'avez deviné, il s'agit d'un bateau de plongée qui se nomme Spoil Sport. C'était vraiment l'occasion, notamment pour Gabe, de mêler deux passions, donc de faire de la plongée et d'aller découvrir des endroits inconnus. Mais malheureusement, rien ne se passe comme prévu et c'est le 22 octobre 2003, vers 10h, que tout tourne au drame. 2 minutes à peine après que les deux aient commencé leur excursion, tout tourne au vinaigre. Alors qu'ils sont désormais sous l'eau, les courants sont plus forts que prévu. Tina Watson a sur le visage une expression vraiment paniquée et elle fait signe à Gabe qu'elle veut rejoindre la corde pour rejoindre le bateau principal. Sans faire exprès, Gabe va porter la main à son masque et va sans faire exprès en fait enlever son masque à oxygène. Pendant quelques secondes, plus rien ne va, il ne voit plus rien car il a plus son masque sur les yeux, mais comme il a l'habitude, il va réussir à repositionner son masque sur son visage. Mais lorsqu'il a enfin remis son masque sur les yeux, il regarde autour de lui et constate que Tina n'est plus là. Quelques secondes après, Gabe regarde vers le bas et il constate avec horreur que Tina est en train de couler. Gabe est parfaitement lucide, il constate que Tina coule trop vite et qu'il ne pourra pas descendre assez rapidement pour l'aider, donc il décide de retourner vers le bateau pour demander de l'aide. Surtout qu'à ce moment-là, pour ne rien arranger, il ne voit pas grand-chose et il affirme avoir très mal aux oreilles. Lorsqu'il revient au plus vite au bateau et alerte de la situation, c'est l'instructeur Wade Singleton qui va descendre pour aller chercher Tina. Mais malheureusement, il se sera écoulé pas moins de 10 minutes depuis le moment où Tina a commencé à couler et le moment où Wade a finalement réussi à la sortir de l'eau. Et malgré 40 minutes où un docteur essayera vainement de sauver Tina, elle perdra tragiquement la vie. Et petit détail vraiment glauque, mais le cliché que vous voyez à l'écran, c'est en fait une photo qui a été prise par un autre plongeur qui, à ce moment où Tina se noyait, avait pris ce cliché avec sa femme. Et on peut malheureusement voir en arrière-plan Tina se noyer sans que personne d'autre ne le sache. La première question que pose l'instructeur à Gabe, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et la seule réponse que Gabe va donner, c'est qu'il n'a pas été formé à sauver quelqu'un qui était en train de se noyer. Et qu'apparemment c'était pour ça qu'il n'avait pas pu aller la chercher au moment où l'incident s'est produit. Mais rappelez-vous, Gabe se considérait quand même comme plongeur sauveteur qualifié. À partir de ce moment-là, beaucoup d'éléments très étranges vont se révéler au fur et à mesure de l'enquête. La première chose, c'est que les médecins légistes se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les poumons de Tina, ce qui est plutôt étrange si elle est morte noyée. De plus, les circonstances au moment où elle s'est noyée sont un petit peu bizarres. Par exemple, elle avait des contrepoids de 10 kg sur elle, alors que normalement 3 kg aurait suffi.
Et un autre détail d'un tout autre registre, ils vont remarquer qu'à chaque fois que quelqu'un pose des fleurs sur la tombe de Tina, quelques heures plus tard, elles vont disparaître. Et finalement, en vérifiant avec les caméras de surveillance, ils vont se rendre compte que c'est bien Gabe qui à chaque fois retirait toutes les fleurs. Sa défense par rapport à ça, c'est que d'après lui, Tina n'aimait pas les fleurs et qu'il voulait donc respecter sa mémoire. Autre détail très important, il faut savoir que Tina avait une assurance vie conséquente. Mais tout cet argent a été reversé à son père parce que celui-ci ne voulait pas que cet argent revienne à Gabe même avant que l'incident ne se produise. On l'aura bien compris, le père de Tina n'a jamais eu confiance en Gabe et ce même avant le drame. Et quand le père de Tina va se rendre compte que Gabe n'a reçu que quelques mois de prison en Australie, pas pour le crime mais parce qu'il n'avait pas assisté quelqu'un en danger, il va donc se rendre en Australie lui-même pour récolter des témoignages. Apparemment, beaucoup de membres de l'équipage ont trouvé l'attitude de Gabe très bizarre au moment où Tina venait de sortir de l'eau. Au moment où le docteur était en train de faire des massages cardiaques à Tina, Gabe était allé sur un autre bateau et il faisait des câlins à des membres de l'équipage pendant que sa femme se battait pour sa vie. Et c'est donc quand même assez étrange qu'il ait perdu espoir si vite. Et ça ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'autres témoignages qui ne vont pas jouer en sa faveur. Des témoins qui étaient en train de faire de la plongée vont déclarer avoir vu Gabe faire un gros câlin à Tina au moment où ils étaient sous l'eau. Vous l'aurez compris, au moment où Gabe semblait lui faire un câlin, Tina agitait ses bras et faisait des grands mouvements. Il faut aussi savoir que des instructeurs leur avaient souvent proposé de faire la plongée avec eux, mais que Gabe a toujours refusé parce qu'il se sentait assez qualifié pour la faire tout seul. Bref, on l'a tous compris, c'est quand même très bizarre. Une théorie qui a souvent été énoncée, c'est que lorsque Gabe faisait ce genre de câlin à Tina, il aurait dévissé son arrivée d'air quelques secondes le temps qu'elle s'évanouisse, puis l'aurait revissé pour que personne ne se rende compte. Tout ça dans l'objectif de récolter l'assurance vie de Tina sans savoir que son père avait tout fait pour qu'il n'en ait pas le droit. Après un procès qui va se dérouler aux États-Unis, Gabe sera finalement acquitté de toute charge par manque de preuves. Et c'est là que se termine l'histoire de Tina et de Gabe. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, tous ces retournements de situation et toutes ces interrogations qu'il y a autour de Gabe, est-ce que vous les aviez vus venir ? L'histoire est quand même horrible. D'ailleurs, petite précision, il faut savoir que ça s'est passé 11 jours seulement après leur mariage. On attend donc toutes vos théories en commentaire, on a vraiment hâte de vous lire. En tout cas, ces deux histoires qu'on vous a racontées ce soir, elles étaient vraiment très originales, surtout pour la première qu'on sait qu'elle aurait pu être évitée assez facilement, et pour la deuxième, sachant que tout aurait pu se dérouler sous les yeux d'autres plongeurs. D'ailleurs, on vous avait demandé de rester jusqu'à la fin parce qu'on a une question à vous poser. Pendant nos recherches, on est tombé sur des histoires vraiment très macabres, des histoires qu'on a vraiment du mal à raconter et qu'on hésite à raconter. Mais on a vraiment besoin de savoir si ça vous intéresse, on a besoin d'avoir vos retours pour savoir si on doit raconter ce genre d'histoire et aussi pour savoir si finalement on doit rester sur des true crime un peu plus soft comme aujourd'hui. Donc on attend encore une fois vos retours en commentaire et dans les posts communauté et aussi les sondages dans les autres réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yes.